Et justement, on continue de parler de la stratégie industrielle française avec Georges Kuzmanović, président de la République souveraine, et Virginie Terrier, déléguée nationale du mouvement Objectif France. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. On l'a vu dans ce sujet, Whirlpool, Ascoval, General Electric, une petite série noire malheureusement pour l'industrie française avec la multiplication de ces plans sociaux. Est-ce que, selon vous, on assiste à un déclin programmé, à une perte finalement du savoir-faire français, une forme d'industrie à la française? Georges Kuzmanović, à vous. Ah mais c'est plus qu'évident, et puis c'est pas une petite série noire, parce que la série noire elle dure depuis 35 ans. En 1984, il y avait quasiment 7 millions d'emplois industriels en France. On est passé à 3,5 en 2018. C'est-à-dire on a divisé par 2. En 10 ans, on a perdu 1 million. Dans le même temps, on a des gens qui sont devenus extrêmement riches. On a 3 fois plus de milliardaires. L'année dernière, on a plus de 100 000 millionnaires en France. Et il ne faut pas s'étonner dans ce contexte-là qu'il y a eu tout le mouvement des Gilets jaunes. On est dans une situation où le pays se désindustrialise parce qu'on a une élite qui a été de gauche avec le Parti socialiste, de droite avec le RPR, puis l'UMP, puis les Républicains, qui maintenant, tout le monde s'est bien synchronisé dans la République en marche, qui applique des politiques néolibérales imposées par l'Union européenne, qui font que nous n'avons plus d'État stratège, nous n'avons plus d'État qui pense l'avenir, qui organise l'industrie française. Nous n'avons pas un État qui protège ces industries, contrairement à toutes les autres grandes puissances. L'Allemagne, la Chine, les USA, la Russie, mais encore une fois l'Allemagne, ont des lois qui protègent leurs industries stratégiques. Et Alstom, c'est, je pense, avec Alcatel, la pire déroute industrielle française, et en plus elle remet en cause notre indépendance nucléaire et la défense nucléaire de la France. Alors on va rentrer dans ce type de détails après. Virginie Terrier, vous êtes d'accord avec cette analyse noire? Non, alors moi je suis d'abord plus optimiste sur les compétences et les capacités de notre pays. Je crois qu'en France, on a un savoir-faire dans plusieurs secteurs industriels qui est reconnu internationalement. Donc je pense qu'on a les ressources. Là où je suis pas d'accord, effectivement, c'est quand monsieur dit on n'a plus d'État stratège et il faudrait retourner à une politique industrielle comme on a connu dans les années 60, finalement avec des plans de réindustrialisation pilotés par l'État et contrôlés par l'État. Et ça ne marche plus. Mais la France était Attendez, je vais terminer. Ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Parce qu'on n'est plus du tout dans le même marché que dans les années 60. On est dans un marché mondial où on voit qu'en fait aujourd'hui, il y a des initiatives privées qui se développent et qui fonctionnent. Et c'est ça en fait que la France doit réussir à faire émerger. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Si on prend, si vous voulez, la politique spatiale. Aujourd'hui, en Europe, on a le projet Ariane 6. Ce projet, en soi, on pourrait penser qu'il est fantastique, sauf qu'avant même de sortir, il est déjà obsolète. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on a déjà changé de modèle et on a décidé de faire confiance aux initiatives privées avec Elon Musk, avec Jeff Bezos, qui lancent des grands chantiers. Mais attention, l'État ne reste pas en dehors puisqu'il continue à être donneur d'ordre et à passer des commandes. Je crois que c'est ça qui manque à la France. C'est faire naître, si vous voulez, les conditions pour permettre à ces initiatives privées, donc à des sociétés privées, d'émerger et de porter ces nouvelles initiatives industrielles. Virginie Terrier, vous n'avez pas le sentiment que l'État, a abandonné aujourd'hui tout de même ces, entre guillemets, vieilles industries et fait un petit peu son choix d'ailleurs plutôt vers l'innovation, mais peut-être d'une manière traditionnelle. C'est le nec plus ultra de ce qu'on fait dans les turbines. Oui, mais en fait, je crois que l'État est un État qu'on pourrait qualifier de pompier. Hein. On voit en fait, ce qui est dommage, c'est que finalement, on parle de l'industrie française, et ça, je pense que vous le partagerez avec moi, qu'au moment où on est face à une industrie, une usine qui est menacée de fermeture. Et à ce moment-là,
on met les projecteurs sur cette usine-là, c'est ce qui se passe à Belfort. Monsieur le maire se déplace, fait des grands discours qui ne seront suivis d'aucun effet, c'est évident, et puis rentre à Paris et annonce un plan, des projets de reconversion qui n'ont aucune chance de se développer tant que les conditions ne seront pas réunies. Alors justement, pourquoi a-t-il aucune chance? Il n'a pas le pouvoir, Bruno Le Maire, Georges Kosmanovic, finalement? Mais ils l'ont abandonné depuis très longtemps et il y a des dispositions européennes qui font qu'il ne peut pas agir. Et ce sont des gens, d'ailleurs, qui de l'intérieur de la France, ont mis en place ces dispositions. Mais je voudrais revenir sur l'exemple que vous avez pris sur SpaceX d'Elon Musk. Mais justement, c'est exactement ce qu'on dit. C'est un État stratège, les États-Unis. Alors bien sûr, une entreprise privée, pourquoi elle ne serait pas privée? Ce n'est pas le problème. La commande d'Elon Musk est 25 ans garantie par l'État. Bien sûr, mais c'est pas l'État qui crée... Elon Musk, c'est son initiative Je vais laisser finir. Oui, mais son initiative privée avec une commande d'État de 25 ans. C'est comme si Alstom, l'État lui commandait 25 ans de turbines. Je vous assure que ce serait, pour une entreprise privée, super facile de fonctionner. Et c'est un État stratège. Pourquoi? Parce que General Electric, je vais vous rappeler comment ça s'est passé. Avant, c'était la CGE. Alcatel, Alstom, on était les premiers au monde en télécom et en turbine et en énergie. Ce sont cette entreprise, je dis General Electric avant Alstom, produit toujours les chaudières nucléaires qui propulsent nos sous-marins nucléaires. On aurait pu imaginer que l'État protège face à un État aux États-Unis qui a, comme il a essayé là avec Huawei, mais c'est plus compliqué parce que la Chine est un peu plus puissante, et puis protège ses industries, a attaqué Alstom, a créé une situation juridique, comme ils le font régulièrement, pour forcer la France. Et en l'occurrence, c'était M. Macron qui s'occupait de l'affaire. Il a bradé General Electric. Au passage, il en a fait profiter ses amis de Bouygues, de la banque Rothschild et de la Bank of America. Et il l'a bradé à General Electric. Mais pour quelle raison l'État ferait ça? Il y a bien une raison économique. Mais non, ce sont des idéologues. On est dans une situation la comme en gauche URSS. comme la droite. On est dans une situation comme en URSS, mais à l'envers. On avait à la fin de l'URSS un système économique qui ne fonctionnait plus et à sa tête des gens qui continuaient à appliquer les mêmes politiques de plan quinquennal, pour le coup, absurdes. Alors que là, on a des gens qui sont néolibéraux fanatiques qui refusent toute forme d'organisation. Un homme de gauche, Lionel Jospin, qui disait, je ne vais pas vous rappeler cette phrase extrêmement connue, l'État ne peut pas tout, c'était en 1999 déjà. Oui, et depuis lors, les classes ouvrières ne votent plus, en tout cas ne votent plus majoritairement pour le Parti socialiste. Encore une fois, il ne faut pas s'en étonner. Alors, 3 choses quand même sur ce que vous venez de dire que je souhaiterais rectifier. À plusieurs reprises, vous avez parlé de gouvernements néolibéraux. Le gouvernement français, et c'est comme ça depuis 40 ans, c'est une erreur que de dire qu'on est face à des gouvernements libéraux. Et je parle de la gauche et de Macron, que je classe exactement dans le même mouvement. Oui, mais vous avez été de Madelin. Non, mais peu importe. Le libéralisme, c'est pas être dopé à la dépense publique et c'est pas augmenter les prélèvements sociaux. Or, le gouvernement Édouard Philippe, si je ne me trompe pas, en 2018, on assiste à une augmentation de la dépense publique et une augmentation des prélèvements obligatoires. Donc, c'est faux de prétendre que tous nos maux seraient dus au libéralisme. Nous ne sommes pas dans un système libéral en France. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, mettre sur le dos, ne pas être dopé à la dépense publique et ne pas augmenter les prélèvements obligatoires, ce serait déjà un premier pas. En tout cas, Madelin, dont vous êtes héritier, a dit que l'Union européenne est une garantie contre le socialisme. Je ne suis pas héritier de Madelin. On est un mouvement qui représente les Français et on ne se prétend pas héritier justement de n'importe quel autre mouvement. Deuxièmement, sur l'Europe, c'est faux de prétendre encore une fois que l'Europe est la responsable de notre malaise industriel en France. Je précise quand même qu'en France, on a 90 000 entreprises industrielles qui exportent. Ce chiffre en soi ne veut rien dire, sauf si on le compare à nos voisins européens. Alors, je vais prendre le cas de l'Allemagne. Mais ça ne va pas vous plaire. On va dire il y en a 300 000, mais l'Allemagne ne va pas vous plaire. Maintenant, je vais vous parler de l'Italie. Il y en a 200 000. C'est bien qu'on a un sujet quand même et qu'on est incapable en France de faire émerger ces sociétés industrielles. Et pourquoi? Parce que les conditions économiques pour leur émergence ne sont pas réunies. Et c'est là-dessus qu'il faut réformer. Alors, je me permets d'intervenir parce que c'est très important tout de même. Hier, on est passé quand même devant l'Allemagne. Je ne sais pas
vous êtes au courant, la France s'impose comme la première destination européenne pour 2 catégories d'investissement, l'industrie, justement, et la recherche et le développement. C'est le cabinet EY qui a fait cette étude. Alors pourquoi on continue ce bashing? La France délaisse ses industries, les chiffres parlent, on est juste après le Royaume-Uni, avant l'Allemagne. Alors, c'est dans un contexte d'affaiblissement généralisé. Tout est relatif. On a perdu la moitié de notre industrie. Donc évidemment, les investissements vont sembler supérieurs que ce qu'ils n'étaient avant. C'est une question de règle de 3, mathématiques toute simple. Ce que vous avez dit est tout à fait juste, mais vous savez qu'il y a un problème. Enfin, en France, on a 240 milliards qui partent à l'investissement, 240 milliards qui partent aux actionnaires, pour 200 milliards pour l'investissement. Dans les industries. En Allemagne, ils sont à 600 milliards. Oui. Non seulement ils ont une loi qui protège leur industrie stratégique, ils ont une loi qui protège leur industrie stratégique, encore une fois, ils ne les vendront à personne, mais en plus, ils investissent réellement. L'Italie investit encore plus. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a fait le CICE, c'est-à-dire quelque chose qui était prévu pour embaucher 1 million de salariés en France, 0 emploi, et 20 milliards donnés à nouveau tous les ans, surtout aux grandes entreprises qui se gavent et qui redonnent aux actionnaires. Alors, moi, je vais vous donner ça sera le mot de la fin, Virginie Terrier, allez-y, parce qu'on est en retard. Je vais vous donner un autre chiffre qui révèle le malaise de nos industries en France. Quand moi, industrie française, je vends un produit 100 €, 62 € partent dans la poche de l'État. Oui. Donc, on parle d'un État obèse. Je pense que c'est important de souligner. Sur les chiffres que vous avez évoqués, il faut aller jusqu'au bout. C'est vrai que ça a été une bonne nouvelle, parce qu'il faut toujours se réjouir, même quand on est très critique à l'égard de l'action d'Emmanuel Macron, comme nous le sommes sur Objectif France. Il faut se réjouir de ces bons chiffres, mais il faut aussi aller au-delà et aller au fond de l'enquête. 50% des dirigeants internationaux interrogés étaient favorables à s'implanter en France. Ils ne sont plus que 30% aujourd'hui. Retour en 2013, époque de François Hollande. La précision est importante, effectivement. Voilà, merci. Emmanuel Macron, Virginie Terrier, le mot de la fin, Georges Kousmanovic, très vite. On parle d'une fusion entre Renault et Fiat, ça serait une catastrophe pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, l'État, à nouveau, perdrait la majorité dans une entreprise centrale pour la France. Que c'est un plan qui est sur 10 ans dont on n'a aucune garantie et que ça se fait au pire moment, parce qu'en ce moment, il y a une dépréciation de la valorisation boursière de Renault qui est au plus bas par rapport à il y a un an, à cause de l'affaire Carlos Ghosn. Donc c'est vraiment pas maintenant qu'il faut faire ce genre de fusion-acquisition, en suggestion à M. Macron pour ne pas brader encore une industrie française. Et ça sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les deux, Georges Kousmanovic et Virginie Terrier, d'avoir été avec nous. Restez après une très courte pause. On reparlera du deuxième jour de visite de Donald Trump au Royaume-Uni.